Donc j'avais proposé de faire un sujet sur le parc Yellowstone et puis 2 autres parcs qui sont à proximité, autour du thème de l'éclipse totale de soleil de 2017, puisque c'est à cette occasion-là que je suis allé là-bas. Vous avez peut-être entendu dans les médias qu'il y a eu une éclipse totale la semaine dernière, le 14 décembre. Ça s'est peut-être passé inaperçu. Non, je l'ai vu. Ouais. Enfin, il y a eu un truc Il y avait un streaming en live, oui, même. Ouais. À Quotidien, ils en ont parlé, ils ont montré des photos, c'était sympa. Hein. Donc normalement, j'aurais dû partir le 1er décembre en Argentine et puis faire un voyage de 3 semaines en Argentine et au Chili pour aller voir cette éclipse. Et malheureusement, le Covid a tout fait capoter. Donc on va se rabattre sur celle de 2017. Et vous savez que les éclipses, c'est des moments un peu fugitifs, hein, ça dure entre 1 et 4 minutes. Et puis souvent, il faut faire des voyages assez loin parce que c'est rare que ça passe dans une zone facile d'accès. Et puis, bah, il se peut qu'il y ait des nuages, il se peut qu'il fasse pas beau, donc c'est quand même un petit peu le poker. Là, l'avantage en 2017, c'est qu'on a fait un voyage qui a permis de voir des parcs absolument fabuleux. Donc même au pire, si l'éclipse avait été ratée, bah, on aurait fait quand même un beau voyage. Alors, pourquoi il passe pas là-dessus ? Voilà. Donc voilà, pour situer un peu le contexte, l'éclipse de 2017 a traversé tous les États-Unis d'ouest en est. Donc c'est la bande rouge qui correspondait à la totalité, là où on voyait vraiment l'éclipse totale. Et puis quand on s'éloignait au nord ou au sud de cette bande-là, on avait une éclipse partielle. Donc il faut bien se rendre compte que c'est un événement qui a touché des centaines de millions de personnes, puisque même pour ceux qui n'étaient pas sur la bande de totalité, ils avaient un spectacle d'une éclipse totale, enfin d'une éclipse partielle, pardon. Et même les gens en Amérique centrale, les gens au nord du Canada étaient concernés. Donc ça a été un événement assez important. Donc l'endroit où on va se situer, c'est dans l'ouest américain, dans les montagnes rocheuses, hein, donc nord-ouest des États-Unis, là où il y a le parc Yellowstone notamment. Et on a commencé, donc on a fait un Paris-Salt Lake City, et on a fait un petit circuit. Alors, je précise que c'était un voyage organisé par la Société astronomique de France, parce que j'ai tenté d'organiser le voyage moi-même en m'y prenant 3 ans à l'avance, et tous les hôtels, tous les hébergements étaient réservés, tous les campings, enfin, c'était de la folie totale. Donc, je me suis rabattu sur un voyage organisé parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Et les prix étaient évidemment multipliés par 15. Enfin. Donc, Salt Lake City dans l'Utah, avec une visite du site des Mormons, on va dire le Vatican des Mormons à Salt Lake City. Un passage dans l'Idaho, avec une visite du Crater of the Moon, qui est un parc naturel qu'on va voir. Ensuite, on a passé pas mal de temps à Yellowstone, et ça c'est intéressant de rester sur place pour vraiment vivre tous les moments de la journée sur site. Donc on a vu l'éclipse totale de soleil dans le parc naturel du Grand Teton, juste au nord de Jackson Hole, et un retour en passant par quelques sites intéressants à voir. Donc on va se concentrer que sur les trois parcs, Crater of the Moon, Yellowstone et Grand Teton. Voilà les États qui sont concernés. Alors le Yellowstone, vous voyez qu'il est essentiellement sur le Wyoming, et il y a un tout petit bout qui passe dans le Montana et un tout petit bout dans l'Idaho. Alors Crater of the Moon, c'est un site assez intéressant, un site géologique qui correspond à une zone volcanique qui est fondamentalement liée à celle de Yellowstone. Donc là, vous voyez une maquette qui montre en fait le déplacement d'un point chaud
C'est-à-dire, en fait, la plaque pacifique rentre dans la plaque américaine et il y a donc ce qu'on appelle un point chaud, c'est-à-dire une zone de fuite du magma qui se trouve au centre de la Terre, à la surface. Et avec les mouvements tectoniques, ça se déplace petit à petit. Et on voit que en quelques millions d'années, ça s'est déplacé de l'ouest à l'est. Et actuellement, le point chaud est situé exactement sous le parc de Yellowstone. Et donc, évidemment, au fil de l'histoire géologique, ça a créé des éruptions volcaniques, et donc des éruptions catastrophiques qui ont été gigantesques, qui ont modelé complètement la région. Et puis, aujourd'hui, ça se traduit plus par des sources thermales, des geysers, voilà, on sent qu'il y a de la chaleur en dessous, mais ça pourrait très bien revenir à une éruption, hein. On pense, enfin, les scientifiques surveillent énormément cette zone-là parce qu'il pourrait très bien y avoir une grosse explosion un jour. Donc, ce point chaud, c'est ce qu'on appelle un supervolcan. Donc, un volcan, c'est juste une fissure qui fait remonter du magma à la surface. Et un supervolcan, c'est pas une fissure, c'est carrément une marmite totale de magma qui est juste en dessous de la surface et qui pourrait à tout moment péter à la gueule, quoi. Donc le cratère Oumuamua, c'est la zone noire qu'on voit là sur cette zone-là, qui est visible de l'espace, qui est une coulée de lave. On va mieux le voir ici, hein, vu par satellite. Donc ça correspond à une série d'éruptions qui ont complètement changé la physionomie de la zone, puisque ça fait environ 80 km de long, là, enfin de haut en bas. Ça représente à peu près 1600 km² d'espace, et c'est voilà, une coulée de basalte avec des cônes, comme on verra tout à l'heure. Et la dernière éruption date de 2000 ans, donc c'est pas si vieux que ça. Ça veut dire que les populations indigènes, hein, les Indiens, la tribu des Shoshones, ont été concernées par ces explosions-là. Et c'est dans la vallée de la Snake River, qui est une rivière qui passe aussi sur le Yellowstone. Alors quand on se situe sur place, voilà, c'est ça, c'est un terrain qui est entièrement recouvert de lave sur plusieurs dizaines de mètres. Donc c'est vraiment des coulées qui ont été extrêmement importantes. Et il y a un peu de végétation qui repousse, hein, depuis quelques siècles, mais c'est pas une végétation énorme, quoi. C'est vraiment des petits arbustes, des plantes qui essayent de vivre un peu là-dessus comme ils peuvent. Mais c'est vraiment un personnage lunaire, un paysage lunaire avec des formes de lave très très différentes. On va le voir. Donc parmi les coulées, il y a aussi des cônes, hein, qui correspondaient à des zones d'effusion de la lave, et notamment le plus gros là, qui s'appelle l'Inferno Cone, qui mesure 240 mètres de haut et qui est entièrement recouvert de petits cailloux de lave, qui est assez intéressant. Donc on peut monter dessus. Une petite grimpette sympa. Et puis de là-haut, on a un paysage assez intéressant sur tous les alentours. Donc on voit les petits cônes secondaires d'où partaient les fontaines de lave et les effusions de lave. Donc vous voyez, on voit que tout est noir sur des kilomètres et des kilomètres. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu dans le détail, parce que selon l'endroit où on est sur des zones qui correspondaient à des températures différentes de lave, à des compositions chimiques de lave, qui donnent naissance à des rochers complètement différents. Donc il y a des couleurs incroyables, il y a des textures incroyables. Donc là, on voit qu'il y a des milliers de petites bulles qui étaient dans la lave liquide et qui se sont solidifiées et qui donnent en fait des cailloux qui sont très légers, parce que forcément, il y a plein de petits trous dedans. Voilà, on voit qu'il y a des cailloux qui ont été façonnés par l'écoulement de la lave, ou éventuellement l'érosion qui s'est produite depuis.
Alors dessus, il y a des lichens qui poussent, hein, il y a des micro-organismes qui s'installent forcément. La poussière qui peut être déposée par le vent finit par faire un petit substrat sur lequel les plantes peuvent pousser. On peut l'avoir en 3D dans Mountains? Bah, il n'y a qu'une image, hein, c'est pas. Et si on récupérait un caillou, on pourrait éventuellement faire 2 photos à des angles différents. Donc là, on voit bien que la lave qui s'écoulait avait commencé à refroidir sur la surface, et donc la viscosité était plus forte en surface qu'en dessous, et donc ça crée des plis, ce qu'on appelle la lave cordée. On voit mieux ici, là. Donc ça fait vraiment des formes intéressantes. Et parfois, alors, là, il y a des morceaux qui sont un peu cassés, mais des fois, on voit des petits cristaux de soufre ou d'autres minéraux qui se sont formés par la chaleur et la pression. Donc en voyant tous ces cailloux, tous ces paysages, on peut reconstituer mentalement le flux en fait, de ces écoulements de lave et la façon dont ça s'est passé. Alors, il y a aussi des espèces de monolithes comme ça qui correspondent en fait à des éjectats ou enfin des gros morceaux qui ont été. Enfin, voilà, ça c'est de la taille d'une maison, hein, qui ont fait des sortes de roulés-boulés depuis le cône au-dessus, avec des formes assez fantomesques. Et il y a aussi des tunnels de lave qui sont assez caractéristiques. Donc en fait, les coulées extrêmement fluides dévalent à très grande vitesse sur les pentes. Et puis, la température est plus faible sur l'extérieur, donc il finit par y avoir une croûte qui se forme au-dessus, alors que la lave, elle continue à couler. Et puis, quand l'éruption devient moins intense, ou voire s'arrête, la lave, elle s'écoule, elle finit par passer, libérant un espace, mais la croûte qui avait commencé à se solidifier reste comme un couvercle. Donc, en fait, il y a des tunnels qui font des centaines de mètres, voire des kilomètres de long, qui ont été formés par les coulées de lave. Alors certains sont à moitié éboulés, là, comme on voit, mais là, on a fait un petit parcours dans un tunnel qui faisait à peu près 500 mètres de long. Et le plafond est formé par de l'obsidienne, hein, qui est une forme de lave vitrifiée. Et cette matière, hein, donc c'est quasiment du verre, parce que finalement le verre c'est de la roche fondue, hein, c'est de la silice. Ce matériau, l'obsidienne, a été utilisé par les populations primitives de la région pour faire des flèches, des couteaux, etc. Ça a été retrouvé, et on a retrouvé l'utilisation d'obsidienne dans des sites archéologiques qui ont plus de 10 000 ans. Parce qu'évidemment, quand vous prenez un éclat d'obsidienne, c'est hyper coupant, quoi. Donc là, vous imaginez un plafond, c'est des galeries qui font au moins 10 mètres de haut, par certains endroits plusieurs dizaines de mètres de haut, et c'est tout recouvert de matériaux vitrifiés comme ça, avec des couleurs assez intéressantes. Puis à la fin du tunnel, on réémerge de la surface. Alors, Yellowstone, donc, comme j'ai dit, qui est lié géologiquement à cette période où le point chaud a dérivé d'ouest en est, et qui a contribué aussi à former les montagnes rocheuses. Donc on est dans une région qui est entourée de montagnes assez hautes, hein, puisqu'il y a des montagnes à plus de 4000 mètres. Donc on voit les limites en jaune là au-dessus du parc Yellowstone, et qui est quasiment entièrement sur l'ancienne caldeira. Donc une caldeira, c'est une zone d'effondrement. Donc vous imaginez une bulle de magma qui se trouve en dessous, qui explose, qui fait gonfler la surface, et puis au final, quand ça s'est vidé, la surface s'effondre, ça crée une dépression
en dessous. Il y a des calderas sur pas mal d'endroits sur Terre. Hein. Et celle de Yellowstone est considérée comme une des plus importantes et des plus dangereuses de ce qui existe sur Terre. Donc c'est un des super volcans les plus surveillés sur la Terre. Donc le parc, il fait à peu près 100 km de hauteur du nord au sud et 87 km de large. Donc c'est plus grand que la Corse. Hein. Donc ouais, ça se visite pas en une demi-journée. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que l'altitude moyenne du parc est à 2400 mètres. Donc on est vraiment sur un plateau qui est très en altitude. Donc les montagnes qui sont à 3500, 4000 mètres autour, en fait, elles apparaissent pas si grandes que ça quand on est sur le parc. Parce que finalement, on est déjà à 2000, 2500 mètres. Des fois, pour passer d'un coin à l'autre du parc, on passe par des cols qui sont à 3000 mètres. Et c'est pour ça que c'est surtout connu par les conditions hivernales extrêmement rigoureuses. Il fait facilement moins 20, moins 30 en hiver. Parce que finalement, vous imaginez bien que le vent là, qui passe... Je vais essayer de montrer un pointeur. La vallée là, où le point chaud est passé, c'est une vallée qui forme une sorte de couloir où l'air froid arrive sur Yellowstone. Et comme il y a des barrières naturelles tout autour, finalement, le froid, il reste à l'intérieur du parc. Donc, à partir de fin septembre, pendant tout l'hiver jusqu'à fin avril, mi-mai, vous avez de la neige sur le parc. Donc, bon, là, moi, j'y suis allé au mois d'août, donc il n'y avait pas de souci, mais si vous y allez en intersaison, vous pouvez très bien avoir de la neige, voire des tempêtes de neige. Donc, le supervolcan dont je parlais, hein, donc, le parc est situé sur une bulle de magma. Au-dessus, donc le magma, il est à 5 km de profondeur, c'est pas extrêmement profond. Et la première bulle est elle-même sur un réservoir beaucoup plus important et beaucoup plus profond. Et en fait, on se retrouve quasiment au-dessus d'une zone magmatique gigantesque. Et on imagine bien que la petite couche de croûte terrestre qui est au-dessus, elle ne fera pas le poids si jamais la pression augmente. Donc, c'est pour ça que quand on parle d'éruption d'un supervolcan, il ne faudrait pas grand-chose pour que tout ça casse, quoi. Si vous avez vu le film 2012, le film Catastrophe, qui parlait du calendrier Maya et de la fin du monde, bon, le film commence sur une éruption au Yellowstone. Donc, ça explique pourquoi la géologie est si particulière sur ce parc-là. Voilà, on voit les limites des deux calderas. Donc la caldeira en violet qui est la plus récente, qui date de 640 000 ans, et la bleue qui est la plus ancienne et la plus catastrophique, qui date de 2 millions d'années. Et on estime que celle qui est en violet, là, a rejeté dans l'atmosphère l'équivalent de 1000 km3 de matériaux. 1000 km3. Donc il ne faudrait pas que ça recommence. Et puis il y a des tremblements de terre sans arrêt. Il y en a des milliers. Alors, des petits tremblements de terre, il y en a de temps en temps des plus importants, mais on voit bien que tout ça est localisé sous le parc, quoi. Alors, le parc, il y a des endroits, donc c'est essentiellement un espace naturel, donc il y a des grandes forêts, il y a des lacs, il y a des rivières, etc. Et puis quand il y a des zones avec des sources thermales, c'est en fait il y a des infiltrations d'eau qui arrivent au contact avec le magma, qui réchauffe tout ça, qui fait de la pression, mélangée à des matériaux, des minéraux, du soufre, enfin, etc., de l'acide. Tout ça remonte à la surface. Et forcément, cette eau chaude acide, elle détruit toute la végétation localement. Donc on se retrouve avec des grands espaces comme ça qui sont constitués d'écoulements d'eau,
une végétation absente ou une végétation qui a été perturbée, et puis des fumerolles, des geysers. On voit les parcours qui sont délimités par les rangers du parc. Hein. Les Américains, ils sont parfaits pour aménager les parcs naturels. Et ça a une bonne raison, je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà, donc vous avez des fumerolles, vous avez des écoulements d'eau avec des charges minérales qui font que on a des teintes complètement différentes selon les endroits, même parfois d'une mare à l'autre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des micro-organismes qui s'installent dans les sources chaudes, et donc les teintes marron, rouge, jaune, etc. sont des bactéries qui sont de différentes sortes selon la température et la composition chimique des lieux. Et c'est ça qui donne la couleur. Donc le Yellowstone, c'est la couleur jaune, et c'est le nom qui a été donné par les premiers explorateurs, les premiers trappeurs, qui est dû à la fois au soufre, mais également à tous ces micro-organismes. Et je ne l'ai pas dit, mais le Yellowstone, ça a été le premier parc naturel à être labellisé en tant que tel dans le monde, en 1873, je crois. Parce que dès que les gens ont découvert cet endroit-là, ils ont tout de suite vu que c'était un site absolument extraordinaire. Alors, les petites passerelles dont je parlais, c'est assez fondamental parce qu'en fait, le sol, c'est parfois constitué d'une croûte de minéraux précipités, mais en fait, en dessous, il peut très bien y avoir des bassins d'eau chaude. Donc, c'est extrêmement dangereux. Donc, déjà, on risque de l'abîmer, mais en plus, c'est dangereux pour les visiteurs. On peut très bien tomber dans un bassin d'eau, et quand on est dans de l'eau à 95 degrés avec un pH proche de l'acide sulfurique, il y a peu de chances qu'on en ressorte. Il y a régulièrement des accidents, donc des gens qui font des imprudences. Il y a les rangers qui nous ont raconté une histoire, alors je ne sais pas si elle est vraie telle qu'elle, mais en tout cas, il paraît qu'il y a quelques années, un visiteur a vu son chien s'échapper de ces petits parcours pour aller justement sur un de ces bassins-là, qui est tombé dans l'eau, et il a voulu aller le rattraper, et lui-même est tombé dans l'eau, et on n'a jamais retrouvé ni l'homme ni le chien, parce qu'ils ont été dissous dans le bassin. Donc il vaut mieux rester sur les zones balisées. Vous voyez, les écoulements d'eau, que ce soit lié à la chaleur ou à la teneur en acide, ça détruit toute la végétation, mais en même temps, ça crée des paysages tout à fait extraordinaires, des zones intéressantes. Donc on pourrait considérer que c'est de la pollution, mais c'est de la pollution naturelle, c'est le cycle naturel de la nature. Alors en plus des bassins, il y a des zones avec de la boue, parce qu'en fait l'acide, elle va dissoudre les roches, et ça forme de la poussière qui finit par faire de la boue. Donc vous avez toutes les formes de boue, vous avez de la boue sèche, vous avez de la boue humide, vous avez des bassins avec de la boue qui bouillonne avec des petites bulles, et des couleurs différentes, selon la teneur en minéraux, pareil. Voilà, donc là on a une bouche qui éjecte de la vapeur, et donc les minéraux se déposent autour. Voilà, là, on a deux bouches, donc une est grise, l'autre est plutôt marron. Vous voyez, on est quasiment au même endroit, et pourtant, ça veut dire que les conduits qui amènent la vapeur à la surface proviennent d'endroits différents, parce que ça remonte à la surface des minéraux différents. Vous entendez? Voilà. Donc ça bouillonne. Donc il y a tous les états de bouillonnement. Il y a juste des endroits où il y a de l'eau chaude avec un peu de fumerole. Il y a des mares qui bouillonnent, qui pétillent. Il y a des geysers. Donc,
Et puis, il y a des endroits où ça s'est asséché, ça a repris à d'autres, ça s'est déplacé, ça a repris à d'autres endroits. Donc là, une sorte d'argile asséchée. Et donc des fumerolles, il y en a partout, et il y en a même dans le lac, au fond du lac. Donc on voit sur les bords, on voit des endroits où il y a des fumerolles qui s'éloignent, enfin qui s'échappent du lac. Et puis là, on est en bordure du lac avec vous voyez, des couleurs qui vont du bleu profond au vert, au jaune, au rouge. C'est assez chouette. Et on voit quand même, il y a parfois des petits organismes dans les bassins qui ne sont pas trop chauds. Il y a des sortes de crevettes ou donc il y a des conditions extrêmes, mais il y a de la vie quand même. Donc voilà, une petite fontaine qui, elle, était continue. Donc ça rejette de l'eau en permanence, hein, donc c'est de l'eau quasi à température d'ébullition à 100 degrés. Il y a des petits geysers qui sont intermittents. Donc celui-là, par exemple, je crois qu'il émettait toutes les 2 minutes. Donc en gros, vous avez une poche d'eau en sous-sol qui est réchauffée par la température et qui monte en pression. Et puis à un moment donné, la pression est suffisamment forte pour éjecter tout ça à la surface. Comme il y a un trou qui est un peu étroit, c'est pas instantané, donc ça se produit pendant un certain nombre de minutes. Et puis une fois que la pression est relâchée, ça s'arrête. Puis il faut attendre à nouveau que la pression remonte en sous-sol. Alors le plus grand geyser du parc, le Old Faithful, qui peut monter à une soixantaine de mètres. Donc lui, il y a une éruption à peu près toutes les heures, enfin, entre 60 et... Ça peut monter à 2 heures selon les moments. Mais en gros, entre 60 et 80 minutes, c'est assez régulier. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a une application qui est disponible qui vous prévient quand une éruption est prête à se produire. Donc il y a des capteurs sismiques qui étudient en fait, qui prédisent que la pression est en train de monter en sous-sol et que ça va monter à la surface. C'est assez impressionnant. Alors évidemment, ça balance de l'eau, hein. Il y a environ 15 000 à 30 000 litres d'eau qui est éjectée à chaque fois. Donc selon la direction du vent, vous pouvez prendre une bonne douche. Souffrer. Voilà, c'est un des sites les plus visités et qui est assez intéressant. Et tout autour, il y a aussi il y a un parcours pour aller visiter d'autres mares et d'autres petits geysers qui sont vachement intéressants aussi. Voilà, vu sous un autre angle, donc on est resté plus de 2 heures sur le site, donc on a pu voir plusieurs éruptions. Et si vous remarquez la foule qui est là. Donc c'est assez impressionnant de voir ce geyser. Alors je parlais des couleurs, il y a vraiment, des fois, on a l'impression de se retrouver au bord d'un lagon, hein. Donc là, des couleurs bleues. Et il y a des endroits où la teneur chimique fait qu'il y a des précipités, donc toutes les petites particules sont ramenées au fond, et donc on a une eau qui est absolument limpide et qui laisse passer les couleurs. Donc voilà les écoulements avec les micro-organismes qui forment les couleurs. C'est parfois assez éclatant. Vous avez la couleur bleue au-dessus et puis le rouge-orange, enfin toutes les nuances de marron qui sont juste à côté. Voilà, notre écoulement. Donc ça tombe dans la rivière. Donc là, il y a 2 grandes rivières dans le parc. Il y a la Snake River qui va au sud et la Yellowstone River qui part au nord et qui prennent toutes les 2 naissance dans le parc. Alors voilà, par exemple, je parlais de la croûte qui se forme sur les bassins. Là, on voit bien que le bassin d'eau, il est beaucoup plus large et que la croûte, elle est en surplomb par rapport au bassin. Donc on imagine bien que si on marchait sur le bord, on tomberait tout de suite, quoi. C'est quelques centimètres de matériaux agrégés.
c'est pas du tout solide. Et ça, on ne peut pas prédire quand on marche si on marchait sur un terrain, on ne peut pas savoir si c'est du terrain dur ou si c'est avec une bulle en dessous. Donc là, on voit bien que le bassin est parfaitement limpide. Alors, le site du Grand Prismatique Bassine, c'est vraiment le site le plus extraordinaire du parc, avec des couleurs. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on le voit en étant à la surface. Donc, idéalement, la meilleure vue, ça serait d'utiliser un drone ou de passer en avion. Mais bon, on a quand même des vues intéressantes. Alors, je vous ai vu. Ah non, je l'ai mis après. Là, ce qui est intéressant, c'est que les fumerolles sont teintés par le bassin qu'on ne voit pas en dessous. Je ne sais pas si vous voyez les teintes avec du orange ici, du bleu. Donc ça reflète les couleurs du bassin dans les vapeurs qui sont au-dessus. Alors il y a un site d'observation là qui est un peu en hauteur, que malheureusement on n'a pas pu aller, où là on a quand même une vue de haut du site. Alors je vous ai mis, ça c'est pas une photo de moi, toutes les autres c'est des photos que j'ai faites, mais celle-ci je l'ai tirée d'un catalogue, pour vous montrer un peu ce que ça donne vu d'en haut, quoi. Donc forcément quand on est à la surface, au ras de l'eau, ben, on n'a pas une vision aussi nette, mais c'est pour montrer un peu combien c'est extraordinaire de voir ces couleurs-là sur un site naturel. Même si sur la photo c'est sûrement un peu poussé, mais bon. Alors un autre site intéressant sur le parc, là, parce que bon, comme j'ai dit, c'est grand comme la Corse, donc forcément, pour aller d'un site à l'autre, il faut faire un peu de trajet. Ça, c'est les Mammoth Springs, qui est plus au nord du parc. C'est des écoulements d'eau depuis un point haut, et ça forme des petites terrasses comme ça, qui se sont où il y a eu des concrétions minérales qui se sont déposées, un peu comme ce qu'on voit parfois quand on visite des grottes. Et là aussi, il y a des couleurs assez étonnantes. Ça, il y a des endroits où, enfin, des moments, on a l'impression que c'est des bijoux, quoi. Voilà, donc c'est toutes des terrasses. Et à chaque fois, il y a de l'eau qui s'écoule et on voit les couleurs différentes selon les compositions chimiques. Ça, c'est un site qui est assez intéressant sur le parc. Alors à chaque fois, évidemment, les Américains sont très forts pour ça. Il y a un visitor center avec des magasins, des restaurants. Enfin, c'est hyper organisé. Mais aussi des tables en bois pour pique-niquer dans un endroit naturel au bord de l'eau. Enfin, c'est pour ça que ça vaut le coup de prendre son temps pour visiter le parc. Ouais, avec tous les mouvements de l'eau qui forment des espèces de micro-nappes. Alors quand on remonte un peu plus au nord-est du parc, il y a un grand canyon. Il y a un endroit où la terre ressemble un petit peu au tuffeau qu'on trouve dans la Loire. En fait, c'est une terre un peu sablonneuse qui est facile à creuser. Et en fait, la rivière Yellowstone a creusé son lit à travers, donc en faisant un canyon, en passant par 3 grandes cascades. Donc évidemment, il y a des points d'observation qui permettent de voir le canyon et les cascades. Et puis surtout, là, toutes les falaises qui sont sculptées par l'érosion, avec aussi des ocres différentes. Ça fait penser un petit peu à ce qu'on trouve en Provence, en France, là, du côté de Roussillon. Oui, c'est assez escarpé. Alors évidemment, on voit beaucoup de rapaces, des vautours, des balbuzards.
Alors, il y a des pics qui ont été érodés, donc probablement qu'il y a une grosse pierre qui est au-dessus, qui empêche l'érosion de se faire au centre, et puis ça creuse autour, et ça finit par faire des pics. Donc il y en a un peu partout. Voilà, des couleurs très étonnantes. On peut s'approcher des grandes cascades. Là, on est au mois d'août, donc on devrait être en période un peu sèche, on va dire. Mais il y a un débit qui est monstrueux, hein, parce que forcément, toute l'eau qui descend des montagnes, les neiges qui fondent, les glaciers qui fondent, etc., ça produit beaucoup d'eau. Donc on imagine que dans la période de fonte des glaces en avril, etc., ça doit être avec un débit encore plus important. Donc, quand on se trouve au bord, juste au bord, là, c'est assez impressionnant quand même de voir ces cascades. Voilà. Un gros rocher qui est au milieu de la rivière. Alors évidemment, les rivières sont très poissonneuses, beaucoup de saumon, pour le plus grand plaisir des ours. Un rapace. Alors, je ne saurais pas dire quelle marque. Un nid d'un grand rapace pêcheur. On voit même il y a des œufs dans le nid. Alors, il y a deux individus, hein. Il y en a un qui est là, il y en a un autre qui est là. Le nid fait 2 mètres de diamètre, hein. Alors un autre endroit, quand on monte carrément tout au nord du parc, donc dans le Montana, on se retrouve dans la Lamar Valley, qui est une vallée avec une richesse faunistique impressionnante. Et c'est là où on voit les plus grands troupeaux de bisons. Donc c'est assez, on a l'impression de se retrouver à l'époque des cow-boys. Donc là sur cette photo, il y a à peu près une centaine de bisons, et si j'avais pu prendre le panorama complet, il y avait à peu près 250 bisons. Donc c'est pas des troupeaux de vaches qui pèsent paisiblement, hein, c'est quand même des animaux extrêmement dangereux. Alors les bisons, donc on pense qu'il y a à peu près entre 3 et 5 000 têtes sur le parc de Yellowstone actuellement. C'est difficile de tous les compter, évidemment. Et puis ça varie aussi au fil des années, parce qu'il y a des cycles de mortalité naturelle. Il y a parfois des épidémies qui font que la population descend un petit peu. On estime qu'au début du 19e siècle, donc avant vraiment la conquête de l'Ouest, il y avait entre 50 et 70 millions de bisons sur tout le continent américain. Et la conquête de l'Ouest a fait que ils ont été chassés à outrance. Et dans le parc, au début du XXe siècle, il restait moins d'une centaine de têtes. C'est-à-dire que vraiment l'essentiel du cheptel américain a été exterminé pour la peau, pour la viande, etc. J'ai retrouvé une photo qui date de 1870 avec tous des crânes de bisons et qui était destiné à être broyés pour faire de l'engrais pour les cultures. Donc, faut vraiment, voilà, la conquête de l'Ouest a plus d'un titre exterminé des espèces, hein, y compris les tribus locales. Bon, heureusement, la population est remontée. Donc les bisons, les rangers recommandent de ne pas s'approcher à moins de 100 mètres des bisons. Bon, évidemment, il y a beaucoup de visiteurs qui tentent de s'approcher au plus près. Il y a chaque année des accidents, plus ou moins graves, mais de temps en temps, il y a des morts, hein. Bon, un bison, c'est quand même une bête qui fait 2 mètres au garrot, qui fait 3,50 m de long, qui pèse jusqu'à 1 tonne, et qui peut courir à plus de 50 km/h. Donc si vous faites le malin puis qu'il y a un gros mâle qui vous course, ça peut être chaud. Mais en tout cas, c'est des bêtes qui sont extrêmement imposantes et impressionnantes.
Bison qui se roule dans la poussière. Alors les mâles sont soit à la tête d'un harem, donc au sein d'un troupeau, soit c'est des solitaires tout le long de l'année. Donc on les voit errer un petit peu partout dans le parc. Et entre fin juillet et fin septembre, c'est la période de la reproduction. Donc les solitaires tentent de retrouver les troupeaux et c'est l'occasion de pas mal de combats et de luttes pour essayer de récupérer le harem de l'autre. Donc vous imaginez les combats entre deux mâles d'une tonne, c'est impressionnant. Alors voilà, typiquement l'exemple des visiteurs qui ne respectent pas les règles, et je pense qu'ils sont à moins de 30 mètres du bison, il tourne la tête vers les visiteurs, donc il a remarqué qu'il y avait des gens qui étaient là, donc en quelques pas, il peut foncer dedans et il peut y avoir des accidents, quoi. Alors par contre, on voit très régulièrement des bisons solitaires se promener soit en bordure des routes, soit sur les routes, et ça forme des embouteillages pas possibles. Mais c'est l'occasion de les approcher de près. Donc ils ont l'air très nonchalants, ils marchent doucement, ils marchent le long de la route, ils traversent, ils vont dans les bois, enfin. Mais voilà, il ne faut pas s'approcher. Alors j'ai réussi quand même à faire une photo d'un ours. C'est pas facile, parce qu'ils ne s'approchent pas des zones où il y a des touristes. Donc heureusement, j'avais un gros téléobjectif. Et j'ai eu le réflexe de prendre en photo un truc qui m'intriguait sur la rivière de loin. Et effectivement, c'était un ours qui pêchait le saumon. Alors pour voir des ours, la meilleure façon, c'est de faire du camping et de rester évidemment la nuit. Il y a quelques campings qui sont sur le parc. Et il y a des règles extrêmement strictes pour enfermer les affaires personnelles et notamment la nourriture dans des bacs en métal avec des cadenas, parce qu'évidemment les ours sont attirés à plusieurs kilomètres par l'odeur de la bouffe, et il y a très régulièrement des visites d'ours la nuit dans les campings et même aux abords des quelques hôtels et habitations qu'il y a sur le parc. Il y a plus de 700 grizzlies sur le parc. Il y a des ours noirs, des ours bruns. Il y a 30 000 wapitis qui sont des espèces de cerfs. Il y a 300 loups. Il y a des meutes de loups sauvages, qui ont été réintroduites dans les années 60-70. Il y a des castors, il y a vraiment toutes sortes d'animaux. Voilà, une espèce de marmotte. Alors, on voit quand même beaucoup d'animaux quand on se promène. Une antilope d'Amérique, qui est une espèce endémique. Un troupeau de wapitis, qu'on appelle les elks en anglais. Alors, comme on est resté 4 jours sur le parc, on logeait dans un hôtel assez particulier qui date du début du XXe siècle et qui a été créé par Buffalo Bill lui-même et qui est constitué de maisons en bois comme ça qui sont réparties sur un espace naturel. Vraiment très chouette, isolé de tout dans les montagnes. Avec on avait même vu des animaux venir le soir sur les bords. Hein. Voilà, donc c'est pas HK Tipi, qui a été créé en 1904 par Buffalo Bill à la fin de sa carrière. Bon, Buffalo Bill qui a été un des plus grands exterminateurs de bisons quand même, hein, mais qui est quand même une figure historique des États-Unis. Voilà, donc les chambres sont dans des petites maisons en bois comme ça. C'est assez sympa. Alors évidemment, comme on est loin de tout, il y a une qualité de ciel impressionnante. Donc j'en ai profité pour faire quelques photos d'étoiles le soir. Alors en gardant quand même
les yeux et les oreilles ouvertes à tous les bruits, à tout ce qui se passait dans les forêts, parce qu'on est quand même dans une nature sauvage. Et il y a régulièrement des ours, toutes sortes d'animaux qui se promènent la nuit. Donc je faisais des photos dans le noir, mais j'étais moyennement rassuré quand il y avait des craques dans les forêts derrière. Mais bon, ça a permis de prendre une belle photo de la Voie lactée. Avec un zoom sur le centre de la Voie lactée. Donc, voilà, et ça nous amène à l'éclipse. Donc après la visite du Yellowstone, on est descendu un peu au sud, donc dans le parc du Grand Teton, qui est la chaîne de montagnes qui est juste en dessous, jusqu'à une petite ville qui s'appelle Jackson Hole, qui est une sorte de station balnéaire qui est le paradis pour les randonneurs, les alpinistes, dans une petite ville où il y a un magasin de sport ou une agence de trekking tous les 15 mètres, et puis entre les deux, il y a un antiquaire ou une galerie d'art de luxe. Enfin, c'est un peu comme des villes comme Davos ou des endroits comme ça qui sont à la fois dans l'ambiance montagne, mais également dans l'ambiance un peu haut de gamme. Un petit square où chaque coin du square, il y avait un monument, on va dire, de bois de wapiti ou de cerf, je ne sais pas exactement. Assez impressionnant. Donc vous imaginez qu'il y avait 4 arches comme ça, chaque coin du square. Voilà, donc on est vraiment dans la tradition de la conquête de l'Ouest. Donc le parc du Grand Teton, donc c'est une chaîne de montagnes, hein, le Grand Teton, c'est ce qu'on voit derrière. Et puis il y a des lacs, il y a des rivières, c'est vraiment un espace naturel. Voilà, on peut passer des vacances, il y a des campings, il y a des resorts. Les gens font du canoë, du kayak, du bateau, de la randonnée, de l'escalade. Il y a des voies extrêmement sportives pour monter au sommet du Grand Teton. Une vue du Grand Teton. Et en premier plan, c'est un des tout premiers sites d'installation des Mormons. Donc c'est un site qui se visite. Hein, donc, bon, c'est que l'histoire américaine, elle n'est pas très ancienne. Donc dès qu'ils ont des restes qui ont quelques dizaines, ça doit dater de la fin du 19e siècle. Alors, l'éclipse qui avait lieu le 24 août 2017, l'éclipse totale était normalement autour de 11h30 du matin. Mais vous imaginez bien qu'avec les millions de personnes qui allaient se déplacer pour aller sur la zone de totalité, en plus en fonction de la météo, donc les jours précédents, on a débattu avec tout le groupe, savoir quel était le meilleur endroit pour observer l'éclipse, avoir plus de chances d'avoir du beau temps. On est quand même dans une zone montagneuse, donc la météo, elle change très vite. Donc on était à peu près 1 heure de route de l'endroit où on voulait observer l'éclipse. On s'est levé à 3h15 du matin, sur la route à 4h. Et à 5h, on s'est retrouvé dans un immense embouteillage à 10 km du site. Mais finalement, les rangers qui avaient évidemment prévu l'afflux de personnes avaient parfaitement bien organisé les choses. Ils avaient coupé certaines routes dans la campagne et aménagé donc ils faisaient la circulation et ils autorisaient les gens à s'installer progressivement. Et puis ils avaient installé des toilettes de campagne tous les 200 mètres. Donc vraiment très bien organisé. Donc on s'est retrouvé sur site. Voilà, donc il faut se souvenir qu'on est sur un plateau à 2000 mètres d'altitude. Hein, donc la plaine est à 2000 mètres d'altitude. Et on était sur une petite butte au bord de la route, avec la chaîne du Grand Teton en arrière-plan, et un horizon parfaitement dégagé pour voir l'éclipse, évidemment. Donc on était assez nombreux, mais c'était tout à fait vivable. Et chacun a commencé à installer son petit matériel photo. Bon, moi j'étais venu aussi avec du matériel depuis la France. Alors il y avait
un petit peu de tout, matériel photo avec des téléobjectifs, des petits télescopes, des lunettes, etc., des montures équatoriales, avec évidemment les filtres solaires sur les appareils, sur les télescopes, et puis les petites lunettes solaires, évidemment, hein, parce qu'on ne regarde jamais le soleil en direct. Voilà, quelques-uns sont un peu plus équipés que d'autres. Voilà, quelques-uns du groupe. Qui a utilisé un bidon d'eau comme contrepoids. Alors, il y en a un qui est venu de France avec sa collection de passoires pour montrer un phénomène pendant l'éclipse partielle, donc quand la Lune éclipse en partie le Soleil, pour montrer que quand le Soleil passe à travers un trou, ce qu'on obtient, c'est une image du Soleil et non pas la forme du trou. Donc il avait des passoires avec des trous ronds, des trous carrés, des trous losanges. Et si vous regardez sur le papier, ben vous voyez le croissant du Soleil partiellement éclipsé, quelle que soit la forme du trou. Hein, c'est le phénomène du sténopée. Bon, c'est marrant de se dire que quelqu'un a fait tout le trajet jusqu'aux États-Unis avec une collection de passoires dans, dans sa valise. Petite photo de groupe. Donc, bon, vous savez ce que c'est qu'une éclipse. Il y a deux sortes d'éclipses, les éclipses de soleil et les éclipses de lune. Par un hasard étonnant, on va dire, la Lune, à la distance où elle est, nous apparaît de la même taille apparente que le Soleil, alors qu'ils sont à des tailles, enfin, ils ont des tailles complètement différentes et des distances complètement différentes. Le Soleil fait 1 300 000 km de diamètre, la Lune fait 3000 km de diamètre, mais les distances relatives font qu'elles nous apparaissent quasiment de la même taille. Donc quand la Lune passe devant le Soleil, ça l'éclipse exactement, mais vraiment exactement. Alors pourquoi il n'y a pas une éclipse toutes les nouvelles lunes, chaque mois? Parce que les orbites sont un petit peu décalées, un petit peu inclinées, donc la nouvelle lune, la Lune, elle passe au-dessus ou en dessous du Soleil, et puis à certains moments, quand les nœuds correspondent, et ben, la Lune passe devant le Soleil, plus ou moins inclinée, et donc des fois c'est des éclipses partielles, et puis des fois c'est des éclipses totales. Et puis à l'inverse, quand la Lune elle passe de l'autre côté, il arrive qu'elle passe dans l'ombre de la Terre, et donc là c'est la Lune qui disparaît, et là l'avantage c'est que c'est visible de toute la Terre, parce qu'il n'y a pas besoin de... C'est juste la Lune qui passe dans l'ombre, c'est pas une ombre projetée sur la Terre. Et donc il y a beaucoup plus souvent des éclipses de Lune, et bon, par contre elles sont moins spectaculaires. Et une éclipse totale de Soleil, ça dure entre 1 et 4 minutes, sachant que toute la partie de l'éclipse partielle du début est aussi intéressante, mais c'est pas aussi spectaculaire. Voilà mon petit matériel. J'avais une valise rien que pour mon matériel photo. Donc c'est une petite monture équatoriale qui est orientée selon l'axe de rotation de la Terre. Alors d'habitude, on fait l'orientation la nuit en pointant sur l'étoile polaire, mais là, de jour, il faut des astuces particulières pour l'orienter. Et j'ai eu la chance de faire une orientation qui était parfaite. Donc j'ai presque pas eu à retoucher pendant l'éclipse. Un appareil photo Canon, un zoom 70-250 et évidemment le filtre solaire. Alors l'éclipse, elle commence par la vue du soleil. Alors on a eu de la chance parce qu'il y avait des taches solaires, ce qui n'était pas courant à ce moment-là, parce qu'on était quand même dans une période de minimum d'activité solaire. Et on voit le début du bord de la Lune qui commence à rentrer sur le disque solaire. Voilà, donc pendant plus d'1 heure, on voit le disque noir de la Lune progresser sur le disque du Soleil. J'ai pris des photos toutes les 10 minutes, mais il y a des gens qui ont fait des time-lapse.
Donc, pour les gens qui ne sont pas sur la ligne de totalité, l'éclipse, elle peut se réduire à ça. Hein. On voit le Soleil qui est partiellement éclipsé, dont la luminosité s'arrête. Mais là, on commence à arriver sur des moments intéressants. La luminosité globale s'atténue, la température baisse. Donc là, l'excitation monte aussi. Donc pendant toute cette période-là, on est évidemment obligé de regarder le Soleil avec des filtres spéciaux, hein, les fameuses lunettes pour éclipse et puis les filtres spéciaux pour les appareils. Toc. Ouais, un peu bruité ma photo là. Et puis au moment de la totalité, en fait, la lumière du Soleil est complètement obstruée par la Lune. Et ce qu'on voit apparaître, c'est justement ce qui n'est pas assez lumineux d'habitude pour qu'on le voit, c'est toute la couronne solaire, donc les jets de matière qui sont émis par le Soleil, et qu'on peut voir de façon exceptionnelle lors d'une éclipse. Et donc là, c'est le moment pendant l'éclipse totale, les 1 à 2 minutes de l'éclipse, qu'on peut retirer les lunettes solaires. D'ailleurs, il ne faut pas oublier, parce que sinon on a des photos toutes noires. Et ça permet de faire ces photos où on voit les jets de matière sur le côté, et on voit les protubérances solaires, hein, donc ces grandes flammes à la surface du Soleil qui font parfois plusieurs fois le diamètre de la Terre. Hein. Et c'est un moment tout à fait unique. On voit dans le ciel un soleil noir entouré d'une couronne. Donc on comprend bien toute la mythologie qui a été créée depuis les temps anciens par les peuples qui ne comprenaient pas le mécanisme et qui voyaient ces phénomènes à l'occasion. Alors selon le temps de pause, on peut faire apparaître plus ou moins de belles choses sur la couronne, donc la couronne proche. Hein, là, il y a une protubérance tout à fait extraordinaire. Quand on fait des pauses plus longues, on voit la couronne solaire avec ses extensions lointaines. Alors évidemment, la couronne proche, elle est surexposée, et puis on commence à voir les étoiles autour. Donc il y a plusieurs planètes, plusieurs étoiles qui étaient visibles pendant ce moment-là. La température, elle a baissé jusqu'à 3-4 degrés. Il ne faut pas oublier qu'on est à 2000 mètres. Donc on a perdu plus de 10 degrés entre le début de l'éclipse et le moment de l'éclipse totale. Et il y a un phénomène aussi qui se produit, c'est que comme il y a un gros changement de température, il y a des phénomènes de réfraction atmosphérique qui se produisent. Et il y a l'atmosphère qui se met à vibrer et qui produit ce qu'on appelle des ombres volantes au sol. Donc c'est un peu comme des interférences qui bougent au sol. On les a vraiment parfaitement vues au début de l'éclipse. Et c'est vraiment des moments extraordinaires. Voilà, donc là on voit que la Lune elle se déplace, et puis on commence à percevoir à nouveau le début du disque solaire. Et puis il y a un moment particulier qui s'appelle le diamant, hein, parce que ça fait comme une bague. La couronne fait comme une bague avec évidemment le diamant scintillant. Et c'est le moment où on termine la phase de totalité de l'éclipse. Et il faut remettre les filtres, les lunettes, etc. Et on repasse sur une phase d'éclipse partielle où la Lune va s'éloigner progressivement du disque solaire. Et ça dure à nouveau un peu plus d'1 heure. Voilà, donc pour ceux qui ont eu la chance de voir l'éclipse en France en 99, 11 août 99, c'était pas gagné parce que la météo n'était pas très favorable, mais c'est un événement qui est assez extraordinaire et unique. J'étais en correspondance avec l'Est républicain pendant le voyage et pendant la préparation de l'éclipse, et ce qui n'était pas évident parce que j'avais très peu de connexion à l'endroit où on était. Mais bon, ils ont fait un petit article sympa. Il y avait un autre gars de Besançon qui était avec moi là sur le voyage. Voilà, alors comme j'ai dit, normalement j'aurais dû passer mon mois de décembre en Argentine et au Chili pour voir l'éclipse totale du 14 décembre.
Malheureusement, le Covid a tout fait péter. Ça aurait été l'occasion de visiter la Patagonie et tous les glaciers et les grands parcs aussi du sud du Chili, mais bon. Donc l'année prochaine, il y a une éclipse en Antarctique. Bon, bref, pas facile d'accès. Les voyages organisés, c'est 13 000 € par personne, donc bon, on va passer ce tour-là. Mais en 2023, il y a une éclipse annulaire, c'est-à-dire c'est une éclipse qui n'est pas totale au sens de ce qu'on vient de voir, parce qu'en fait, la distance de la Lune varie un petit peu sur son orbite, et donc là, en l'occurrence, elle est un peu plus loin. Donc le disque de la Lune est légèrement plus petit, et donc elle ne masque pas complètement le disque solaire, et donc on voit un anneau de lumière autour de la Lune. C'est aussi un phénomène rare et étonnant, mais c'est vraiment pas la même chose qu'une éclipse totale. Alors, les Américains, ils ont quand même de la chance, parce qu'après 2017, ils vont avoir une éclipse annulaire qui va traverser les États-Unis en biais, comme ça, qui va passer juste au-dessus d'Albuquerque. Et j'ai notre ami Itran, du Centre national de météorologie américaine, qui m'invite à aller voir l'éclipse dans son club d'astronomie au Nouveau-Mexique. Et puis l'année suivante, une éclipse totale qui va traverser l'Est américain jusqu'au Québec. Là aussi, ça va être un événement important. Donc voilà les prochains rendez-vous.